Cette partie est dédiée au design pattern singleton en Java. Nous allons non seulement comprendre ce qu'est un singleton, mais aussi analyser ses différentes implémentations, ses forces et ses limites, tout avec une explication UML et du code clair et commenté. Ce pattern est souvent sous-estimé et pourtant l'un des plus utilisés dans le développement Java professionnel, que ce soit dans le framework, les API ou même dans le corps de la Java Virtual Machine. Avant de plonger dans le code, voyons d'abord comment tout cela se présente dans un diagramme UML. Voici un diagramme UML très simple qui illustre la structure d'un singleton. Nous avons ici une classe unique représentée par singleton. Le constructeur est marqué comme privé. Cela empêche toute instantiation directe depuis l'extérieur. On a un attribut de type statique privé, souvent nommé instance, qui stocke la seule et unique instance de la classe. Enfin, une méthode publique de type statique, getInstance, qui sert de point d'accès global à cette instance. En résumé, le singleton agit comme une porte d'entrée unique vers un objet qui doit exister une seule fois dans tout le programme. Voici du code Java montrant la création d'une classe singleton. Pour créer une classe singleton en Java, il faut suivre 3 étapes simples. Premièrement, définir un constructeur privé pour empêcher la création directe d'objets. Deuxièmement, il faut déclarer une variable de type statique privé pour stocker l'unique instance de la classe. Troisièmement, il faut créer une méthode de type statique public, getInstance, qui retourne cette instance en la créant s'il n'existe pas encore. C'est ce qu'on appelle la lazy initialization. Passons maintenant à l'une des implémentations les plus simples et les plus directes du patron singleton, l'initialisation hâtive ou eager initialization en anglais. Dans cette approche, l'instance unique de la classe est créée dès le chargement de la classe en mémoire. Autrement dit, l'objet existe avant même que quelqu'un en ait besoin. Voilà, aucune vérification de nullité, aucune logique d'initialisation paresseuse, l'objet est prêt à être utilisé dès le démarrage du programme. Cependant, cette méthode présente aussi un inconvénient. Même si l'instance n'est jamais utilisée, elle est quand même créée, ce qui peut gaspiller de la mémoire ou des ressources système. L'initialisation hâtive est donc idéale lorsque l'objet singleton est léger et vous êtes sûr qu'il sera utilisé à chaque exécution du programme. Par exemple, une classe responsable du chargement des configurations ou encore un système de journalisation peuvent être de bons candidats pour cette approche. Nous allons maintenant découvrir une autre manière d'implémenter le patron singleton, appelé initialisation par bloc statique ou static block initialization en anglais. Cette méthode est assez similaire à l'initialisation hâtive, mais elle offre un petit avantage supplémentaire. Elle permet de gérer les exceptions au moment de la création de l'instance, ce que l'approche précédente ne permettait pas. Ici, le bloc statique est exécuté une seule fois lorsque la classe est chargée par la Java Virtual Machine. Cela garantit que l'instance est créée avant toute utilisation, tout en permettant de capturer et de traiter des éventuelles erreurs pendant cette phase. L'initialisation par bloc statique est donc une variante améliorée de l'initialisation hâtive ou eager initialization, qui est très utile dans le cas où la création de l'instance peut potentiellement générer une exception, par exemple lors du chargement d'un fichier de configuration ou d'une ressource externe. Intéressons-nous à l'une des implémentations les plus connues et les plus utilisées en pratique, l'initialisation paresseuse ou la lazy initialization en anglais. Comme son nom l'indique, cette approche consiste à retarder la création de l'objet singleton jusqu'au moment où il est réellement nécessaire. Cela peut paraître évident, mais c'est une optimisation très efficace, surtout dans des applications où la création de l'objet est coûteuse ou lorsqu'on n'est pas sûr qu'il sera utilisé pendant toute l'exécution du programme. Le principe de l'initialisation paresseuse repose sur une idée très simple. Ne rien créer tant que ce n'est pas demandé. Autrement dit,
on diffère la création de l'instance singleton jusqu'à ce que la méthode getInstance soit appelée pour la première fois. Cette stratégie permet de gagner en mémoire et de réduire le temps de démarrage de l'application si le singleton n'est pas immédiatement requis. Réfléchissez à ceci. Dans un programme Java, combien d'objets sont créés inutilement avant même d'être utilisés? L'initialisation paresseuse cherche à justement éviter ce gaspillage. Imagine deux threads accèdent à la méthode getInstance exactement au même moment, avant que l'instance ne soit créée. Chacun pourrait alors créer sa propre instance, brisant complètement le principe du singleton. La solution, c'est quoi? La solution, c'est d'introduire le mot-clé synchronized. Donc, pour corriger le problème, nous pouvons synchroniser la méthode getInstance. Ceci garantit qu'un seul thread à la fois pourra exécuter ce bloc de code. Grâce au mot-clé synchronize, on empêche deux threads d'entrer simultanément dans cette méthode. Ainsi, une seule instance du singleton sera créée, même en environnement multithread. Donc, problème résolu? Presque. Bien que cette solution soit sûre, elle présente un inconvénient majeur. Le mot-clé synchronized ralentit l'exécution. Donc, chaque fois que la méthode getInstance est appelée, le programme doit acquérir un verrou avant d'exécuter la méthode, même lorsque l'instance a déjà été créée depuis longtemps. Sur des applications fortement concurrentes, cela peut baisser les performances. C'est pour cette raison qu'on préfère souvent une solution plus optimisée comme le double-checked locking. Nous venons de voir comment rendre un singleton thread-safe à l'aide du mot-clé synchronize. Mais nous avons aussi remarqué que cette approche, bien qu'efficace, ralentit l'exécution du programme car elle force la synchronisation à chaque appel de la méthode getInstance. Et c'est là qu'intervient une version plus raffinée du singleton, le double-checked locking, ou en français le verrouillage à double vérification. Donc le problème c'est quoi? L'idée est simple. Nous voulons que la synchronisation ne se produise que lors de la première création de l'objet singleton et jamais après, c'est-à-dire lorsque l'instance existe déjà. Autrement dit, pourquoi continuer à verrouiller si l'objet a déjà été créé? Donc, c'est quoi le principe de double-checked locking? Donc, on effectue deux vérifications. Une première avant d'entrer dans le bloc synchronisé pour éviter de bloquer inutilement des threads. Une seconde à l'intérieur du bloc synchronisé pour éviter la création multiple en cas d'accès concurrent. Regardons le code. Donc, le premier if vérifie si l'instance existe déjà et si c'est le cas, on la retourne sans bloquer le thread et c'est rapide. Si l'instance est nulle, on entre dans un bloc synchronized. Là, on vérifie une seconde fois car un autre thread pourrait l'avoir créé entre-temps. Enfin, s'il est toujours nul, on la crée. Grâce à cette technique, la synchronisation ne s'effectue qu'une seule fois, au moment de la création de l'objet singleton. Donc, quels sont les avantages? Premièrement, c'est thread safe. Deuxièmement, c'est la haute performance après la première initialisation. Et troisièmement, la mémoire est optimisée grâce à la création tardive. Jusqu'ici, nous avons exploré plusieurs manières d'implémenter le patron singleton. L'initialisation active, le bloc statique, l'initialisation paresseuse et même le verrouillage à double vérification. Chacune de ces méthodes résout un problème, mais on soulève un autre. Soit elles ralentissent l'exécution, soit il y a un problème lié à la sérialisation et à la réflexion. Alors, comment garantir une seule instance, sans se soucier ni des threads, ni de la sérialisation, ni de la réflexion? La réponse tient en un mot, enum. L'idée derrière enum singleton est très simple. En Java, les énumérations sont bien plus puissantes qu'on le croit. Elles ne servent pas uniquement à définir des constantes, elles peuvent également contenir des méthodes, des champs et surtout, elles offrent une garantie absolue d'unicité d'instance. Le langage Java garantit qu'une énumération est instanciée une seule fois par la Java Virtual Machine et qu'une autre instance ne peut être créée, même avec la réflexion ou la désérialisation. Pourquoi cela fonctionne si bien? Le mot-clé enum garantit que le constructeur est implicitement privé, donc aucune autre instance ne peut être créée.
La Java Virtual Machine gère l'énumération comme un objet singleton par nature. Même après une sérialisation ou une désérialisation, on récupère la même instance. Et surtout, il est impossible d'en créer une nouvelle via la réflexion, car Java empêche la réflexion sur les énumérations. Le seul petit inconvénient de cette approche est son manque de flexibilité. Les énumérations ne permettent pas d'implémenter l'initialisation paresseuse ou la lazy initialisation. L'instance est créée au moment du chargement de la classe et il n'est pas possible de différer cette création. Il reste un dernier défi, la sérialisation. Si nous sérialisons un objet dans un fichier et que nous le désérialisons après, la Java Virtual Machine crée un nouvel objet à partir du flux, ce qui viole complètement le principe du singleton. Autrement dit, après désérialisation, nous avons deux instances différentes du même singleton. Et la solution, c'est quoi? La solution, c'est la méthode read-resolve. Donc, pour corriger le problème, Java offre une méthode spéciale appelée read-resolve et cette méthode est invoquée lors de la désérialisation et elle permet de retourner l'instance unique au lieu de créer un nouvel objet. Donc voici un exemple. Donc ici on utilise le singleton interne statique pour garantir une initialisation paresseuse et thread safe. On implémente serializable pour pouvoir enregistrer l'objet sur le disque et on redéfinit la méthode read-resolve pour retourner l'instance unique, évitant ainsi la création d'une nouvelle instance lors de la désérialisation. Et le résultat, c'est quoi? Le résultat, c'est que l'instance reste unique même après la sérialisation et la désérialisation. Après avoir exploré quelques implémentations possibles du patron singleton, initialisation active, bloc statique, lazy initialisation, thread safe, double-checked locking, enum et sérialisation, il est temps de tirer les enseignements principaux et de souligner quelques bonnes pratiques. Donc, premièrement, rendez toujours le constructeur privé, donc, car cela empêche toute instanciation externe et garantit qu'il n'y aura qu'une seule instance créée dans le programme. Deuxièmement, il faut fournir un accès global contrôlé. Donc, il faut créer la méthode getInstance qui doit être le seul point d'accès à l'instance unique et il faut prévenir les contournements via la réflexion ou la sérialisation car les singletons classiques peuvent être cassés si on utilise la réflexion ou si on désérialise l'objet. Donc des solutions comme enum ou read-resolve permettent de protéger l'unicité. Et dernièrement, évaluer si le singleton est vraiment nécessaire. L'usage excessif du singleton peut créer des dépendances cachées et rendre le code moins testable. Un singleton n'est pas une solution universelle. Parfois, une injection de dépendance ou un objet géré par le contenant est plus approprié. Donc, il n'existe pas une seule meilleure façon d'implémenter un singleton. Chaque méthode a ses avantages et ses limites. Selon le contexte, performance, sécurité, multithread, sérialisation, flexibilité ou simplicité du code. En tant que développeur Java, le plus important est de comprendre les compromis de chaque approche et de choisir la solution adaptée à votre projet et à vos contraintes.